Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 12 vies fauchées sur la route de Kébémer. Ce matin, vers 10h, l'accident de la circulation implique un minicar et un camion. C'est une collision spectaculaire selon les premiers témoignages. L'État annonce plus de fermeté. Le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu et enregistré la déclaration de patrimoine du président de la République. Le chef de l'État déclare que cette déclaration reflète la situation exacte de son patrimoine. Les détails dans cette édition. 4e et peut-être dernière transplantation rénale au Sénégal effectuée ce week-end. Il faut des moyens pour poursuivre les interventions, avertissent les médecins. La progression du programme nécessite la mise en place d'un système de financement. Nous verrons cela dans cette édition. Et puis en sport, JOJ 2024, Yves Bouris rate de très peu la médaille. Le Sénégalais s'est retrouvé à la dernière place de la finale canoë-kayak, handicapé par une pénalité de 50 secondes. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Collision de 2 véhicules fatale à 12 personnes. Le choc frontal s'est produit ce matin vers 10h dans le département de Kébémer, c'est dans le nord-ouest. Plusieurs blessés sont encore dans un état grave. Le ministre des Transports s'est rendu sur place. Voici Malik Ndiaye. Sur le plan global, on est en train de prendre les mesures nécessaires. Comme vous le savez, les états généraux sont en cours. Nous avons déjà tenu des séminaires et le prochain séminaire c'est en début août et les états généraux auront lieu en septembre. Et au sortir de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées dans toute sa rigueur. Parce que pour nous, on ne peut pas continuer à constater, à compatir. Il faut prendre des solutions, parfois même radicales, pour en tout cas dissuader certains comportements sur la route, pour nous assurer du bon état du matériel roulant, à savoir les véhicules, mais aussi de nos infrastructures. Comme vous le savez, le projet des centres de contrôle technique, le projet des centres de passage d'examen et le projet de vidéo-verbalisation générale sont tous en cours en ce moment et nous sommes en train de tout faire pour les accélérer et pouvoir en tout cas nous doter d'un système de transport qui va nous permettre de réduire drastiquement les catastrophes au niveau de la route. Inch'Allah Rabbi. Oui, je rappelle juste que le permis à point est déjà dans le nouveau code de la route que nous sommes en train de peaufiner pour sa mise en application. Et donc, pour rien au monde, nous allons reculer pour en tout cas l'application de ce permis à point-là. L'accident a fait au total 21 victimes et l'État annonce donc, comme vous venez de l'entendre, plus de fermeté. À la une également de cette édition, le Conseil constitutionnel déclare avoir reçu et enregistré la déclaration de patrimoine du président de la République, patrimoine évalué à environ à près de 361 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo. Le Conseil constitutionnel vient de rendre publique la déclaration de patrimoine du président de la République. Dans le journal officiel du 25 juillet 2024, on y trouve tous les biens de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a 3 comptes bancaires, dont un compte courant à UBA avec un solde de 7 457 852 francs CFA et 2 à la BICIS, l'épargne 2690 francs et le courant 14 776 405 francs. Bassirou Diomaye Faye avec
contracté 2 prêts, l'un à la BICIS, 8 millions de francs CFA et reste à payer plus de 6 millions. Et l'autre à la UBA, la dette s'élève à 30 millions de francs CFA. Il n'a payé que 6 millions. Le président de la République n'a qu'une seule maison bâtie sur 200 mètres carrés. Elle se trouve à Mermoz. La parcelle est acquise grâce à une attribution du syndicat des impôts, mais elle est évaluée à 140 millions de francs CFA et la construction à 134 976 000 francs CFA. Diomaye a aussi 3 terrains, un à Ndiaganiao acquis en 2007 à 3 millions de francs CFA, 4,3 hectares à Sandiara à 15 millions de francs CFA avec un investissement de 29 millions et 202 mètres carrés à Kermoussa, plus précisément à Daralpol 2, acheté à 700 000 francs CFA en 2009, évalué aujourd'hui à 1 700 000 francs CFA. L'ancien secrétaire général du parti PASTEF déclare avoir une seule voiture de marque Ford, Explorer Platinum, acquise en 2022 à hauteur de 19 millions de francs CFA. Avant d'être président de la République, le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye est évalué à plus de 360 millions de francs CFA, avec une dette de plus de 30 millions qu'il doit à 2 banques différentes. 4e et peut-être dernière transplantation rénale effectuée au Sénégal. Vous le savez, l'intervention a eu lieu ce week-end. Il faut plus de moyens pour poursuivre les interventions, avertissent les médecins, car la progression du programme nécessite la mise en place d'un système de financement. Explication, Chérif Dia. Et de 4 pour les membres du consortium HMO Le Dantec qui a réalisé une nouvelle transplantation ce week-end après celle du mois de novembre 2023. Mais l'espoir des insuffisants rénaux risque de fondre pour cause l'équipe médicale décide d'arrêter tout faute de moyens. Lorsqu'on déposait et lorsqu'on faisait ce parcours difficile de l'accréditation, il était prévu que l'État, une fois l'hôpital, les hôpitaux, les consortiums, les associations, en tout cas ceux qui ont manifesté le désir de transplanter, une fois que ces gens auraient été accrédités, que l'État, il devait recevoir un appui de l'État. Alors à ce jour où je vous parle, les transplantations qui ont été faites, la transplantation qui a été faite récemment, l'a été grâce à des fonds qui nous ont été donnés, mis à disposition par de généreux donateurs. L'indifférence du ministère de la Santé face à cette prouesse médicale est décriée. Pourtant, de l'avis du coordonnateur du comité de transplantation, celle-ci est moins coûteuse que les séances de dialyse. Le geste, la transplantation, coûte la même chose que la dialyse sur un an. C'est-à-dire que la transplantation, ce qu'elle va coûter sur un an, c'est la même chose que la dialyse sur un an. Avec la différence près qu'au bout de la 2e année, le coût de la transplantation est divisé par 2, tandis que la dialyse maintient son coût. Et puis, tout le monde sait aussi que la dialyse ne réalise que 10% de la fonction rénale. Les fake news ont aussi freiné l'élan des donneurs, ce qui a ralenti le rythme de transplantation. Il était prévu que nous retransplantions au mois de janvier. Tout le monde a vu, ça s'est pas fait. Dieu merci, ça a pu se faire à cette fin de mois de juillet. Alors pourquoi ce délai? La première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de fausses nouvelles qui ont circulé un peu partout par rapport à la santé des premiers couples donneurs-receveurs qui ont été faits au Sénégal. Ce qui a entraîné des désistements de donneurs, voire de receveurs. À défaut du soutien de l'État, le consortium de transplantation peut compter sur des bonnes volontés qui ont financé les transplantations déjà réalisées. Merci Chérif. Retour à Hamdallah et les habitants de cette commune de Kermassar Nord sont sortis massivement, comme vous le voyez sur ces images, pour réclamer le démarrage des travaux du poste de santé. Voyons tout cela avec Aminata Ba. De santé reste le principal souhait des habitants de Hamdallah dans la commune de Kermassar Nord et réclament donc le démarrage des travaux du poste de santé annoncé depuis plus de 6 mois. Nous exigeons aujourd'hui le démarrage immédiat et sans délai des travaux du poste de santé. Le conseil municipal de Kermassar Nord avait voté au courant de l'année 2023 pour la construction d'un poste de santé au niveau de notre quartier. Mais les travaux n'ont toujours pas été démarrés. Le blocage, on ne sait pas exactement là où ça se trouve. Mais je rappelle que ce poste de santé a été financé par les fonds du PACASEN.
Ces habitants de Hamdallah se disent également frustrés par l'inefficacité de l'entreprise en charge de la construction du poste de santé et par le mutisme de leur maire Adama Sarr. L'entreprise qui a gagné le marché n'a posé aucun acte sérieux pouvant nous renseigner sur le début des travaux. Nous dénonçons vigoureusement le comportement du maire de la commune de Keur Massar Nord qui n'a déployé aucun moyen, qui n'a absolument rien fait pour que les travaux démarrent. Ce quartier de Keur Massar Nord est submergé par les eaux pluviales depuis plusieurs années. Les habitants réclament l'achèvement des travaux du bassin de rétention entamé en 2021. Nous exigeons aussi l'achèvement des travaux du bassin de rétention numéro 4. Ce bassin constitue un danger permanent à toute la population de notre quartier. Ce bassin est un grand trou à ciel ouvert et tout le monde sait que ces trous sont aujourd'hui des milieux très favorables pour la prolifération des bactéries qui sont responsables de maladies infectieuses. Des canalisations et l'éclairage public font partie aussi des revendications des habitants de Hamdallah. Dans l'actualité également, la colère des travailleurs de l'AFTU. Ils se disent très inquiets du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar. Selon l'association, ce projet va éliminer des bus Tata du corridor du BRT. Information pourtant réfutée par le CETUD. Reportage Aminata Mbaresso à Madouba. À bord de ce bus, Thierno Diop, il est chauffeur de la ligne 29. Face à notre micro, Thierno partage sa peine face à la volonté du CETUD de supprimer cette ligne de l'emprise du bus Rapid Transit. Moi, je travaille dans ces bus, donc c'est grâce à ce travail que je gagne ma vie et que je puisse prendre en charge ma famille. Et si certaines autorités veulent alors nous mettre en mal avec le BRT et vouloir supprimer certaines lignes, cela risque de causer des conséquences néfastes. À l'instar de Thierno Diop, chauffeur de la ligne 29, ils sont nombreux, les travailleurs d'AFTU, à s'inquiéter. C'est parce que tous ces gens-là sont des agents d'AFTU comme ceux du BRT. Alors, s'ils veulent supprimer ces lignes, qu'allons-nous faire de nos charges familiales, nos familles? Qu'est-ce qu'on en fera? Il faut que les autorités pensent à ces gens qui travaillent et qui sont des soutiens de famille. Entre pertes économiques et désorientation sociale, le mal est profond pour ces agents d'AFTU. En tant que sauveur, je ne suis pas transporteur, mais je sais que BRT est là parce que je suis sur la ligne. Je suis je 500, Cette situation d'incertitude des travailleurs d'AFTU résulte de la volonté du CETUD de modifier l'itinéraire d'environ 11 lignes et de libérer le long du trajet traversé par le bus Rapid Transit. Alors, à noter que le CETUD informe que cette restructuration, des lignes répond aux exigences de fluidification du trafic automobile, de recherche de complémentarité avec les autres modes de transport et d'exécution du réseau vers des territoires moins desservis. Un cadre de concertation a d'ailleurs été mis en place et a permis de trouver un accord sur la création de 14 nouvelles lignes ainsi que la modification d'itinéraire de 11 lignes sur un total de 73 pour les GIE de l'AFTU et 8 lignes à repositionner sur un total de 38 pour l'opérateur Dakar Demdik. Tout autre chose, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, prône une économie informelle solide. Elle a équipé ses équipes, ses membres du secteur informel de la région Fatick. L'Union régionale du secteur de l'économie informelle a reçu un lot de matériel pour la transformation des céréales, des fruits et du sel iodé. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso et Abdou Karim Bey.
L'Union régionale du secteur de l'économie informelle de Fatick compte plus de 3000 membres issus des 3 départements de la région, des femmes et des hommes dont l'activité principale est la transformation du sel iodé et des produits céréaliers. Union régionale. Notre union compte au total 3200 membres. Nous faisons dans l'agroalimentaire et la transformation du sel iodé. Nous avons même des clients qui nous viennent du Burkina. Les membres de cette union sont affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Ils se sont beaucoup distingués dans les cotisations syndicales, un important lot de matériel destiné à alléger les conditions de travail et mis à leur disposition par la CNTS. Nous sommes venus leur remettre du matériel pour leur permettre d'avoir de petites unités de transformation industrielle afin d'avoir une autonomie. Des femmes qui appartiennent à notre centrale, la CNTS, elles ont fait l'effort de cotiser même le Tchakof, au même titre que les travailleurs qui travaillent dans le secteur formel. En partenariat avec la Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique, la CNTS promeut une économie informelle solide. Et cela nécessite une bonne organisation de ce secteur qui pourvoit de l'emploi. Vous savez, au Sénégal, 90% de l'activité économique, c'est dans le secteur informel. Nous devons formaliser ce secteur-là pour permettre aux gens d'avoir des emplois. Parce que les entreprises classiques qui ont été créées depuis les indépendances ne peuvent plus recruter des jeunes. La CNTS appuie ses membres du secteur informel pour les encourager. D'autres régions ont déjà reçu des équipements dans le cadre de ce programme de développement de l'économie informelle. Merci Aminata Goudiaby. En sport, JO 2024, canoë-kayak. Yves Bourris a fini à la 12e et dernière place de la finale canoë. Une défaite due à une pénalité de 50 secondes pour avoir touché, nous explique Adifal, le président de la fédération de canoë-kayak. Il magnifie tout de même le parcours du lion. Il a fait une très belle course, il faut l'avouer, et une très belle performance d'ailleurs. Le seul problème qu'il a eu, il a fait une erreur technique parce qu'il a frappé une porte, il est rentré sur une porte, qu'il lui a fallu en tout cas une sanction de 50 en pénalité. Alors, c'est des choses qui arrivent aussi en compétition internationale. Et si ce n'est pas en tout cas cette erreur-là qu'il a fait sur le plan technique, déjà Yves était sur le tableau, il pouvait même être deuxième et peut-être voire même troisième. Mais avec cette erreur, il a presque rabaissé complètement du classement général, qui est arrivé 12e. Mais c'est un jeune à encourager parce qu'il a beaucoup de talent, il a beaucoup de courage, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné et c'était son seule ambition, c'est vraiment d'arriver encore à décorer à la qualification ou en tout cas la médaille olympique. Dès demain, il va continuer à faire des éliminatoires sur la course, sur le kayak de cross, kayak de vitesse. Le pongiste sénégalais Ibrahima Diaw éliminé en 32e de finale des épreuves de tennis de table. Une défaite 4-7-3 devant un Hongkongais plus expérimenté, mais sans regret pour le Lion. Le voici avec Idrissa Sané de l'Observateur. Parce que voilà, j'ai perdu, mais par contre j'ai aucun regret. Ça s'est joué je pense au deuxième set. Si je prends un service au deuxième set, et je pense que j'aurais mené 2-0. C'est ça en fait, je pense qui a fait pencher la balance de ma faveur. Après le match, il était à 50-50 tout le match. Juste à la fin du match, il y a un gagnant et un perdant. Moi, je suis 80e joueur mondial. Il est dans le top 20. J'ai fait mon travail. Je l'ai fait trembler. Et voilà. Donc c'est ça. Après, si c'est des choses tactiques qui ont changé qui ont fait qu'on ait la balance. Et on croise les doigts pour nos Lions pour avoir plus de médailles. Parlons basket à présent avec 15 joueurs présents sur les 17 convoqués. L'équipe nationale masculine de basket a entamé la préparation des 2 matchs face à la Tunisie les 12 et 14 août prochains. Regroupement qui arrive au bon moment selon le sélectionneur Ngagne de Segana Diop. Il y a beaucoup de choses que les joueurs qui étaient ici ont oublié et les nouveaux joueurs, ils n'ont jamais vu ça.
c'est un peu normal, c'était un peu désordonné, mais on va continuer à travailler parce qu'on a 2 semaines avant qu'on joue notre premier match contre la Tunisie. Et il y a 2 jours qui ne sont pas venus aujourd'hui, qui seront là demain et vont nous aider aussi. On a du travail, on a du boulot à faire. Je l'ai dit qu'on a perdu le dernier match qu'on a joué contre le Cameroun au Nigeria, on a perdu. On a beaucoup de travail à faire pour être prêt pour la Coupe d'Afrique en 2025. Il y a déjà la fenêtre de novembre. Après ça, la fenêtre de février. Mais je suis ravi que les jeunes sont là et sont concentrés. On va continuer à travailler. J'ai amené beaucoup de jeunes talents comme Mohamed Kamara, il y a Mohamed Silla qui va être là demain, il y a Bainongo. Il y a beaucoup de jeunes pour les voir parce que aussi on ne peut pas garder les anciens pour toujours. Et on a eu la chance d'avoir la Tunisie qui va venir ici et jouer 2 matchs amicaux. Même s'ils n'allaient pas venir, je voulais faire ça. 2 à 3 semaines s'entraîner ensemble. Basket toujours, l'AS Ville de Dakar sur le toit du basket sénégalais. L'AS Ville de Dakar remporté, vous le savez, le championnat des dames comme chez les hommes le même jour dans un stade Marius Ndiaye. Archi-comble au grand bonheur du président de la fédération, Maître Babacar Ndiaye. Voyons tout cela avec Cher Sali Boudiara. De l'inédit dans le basketball sénégalais. Une première pour l'AS Ville de Dakar. Le club de la municipalité dakaroise a remporté le championnat chez les dames comme chez les hommes lors des finales organisées la même soirée. On est très satisfait, je félicite les joueuses, je félicite les joueurs, je félicite les staffs techniques qui ont énormément travaillé. Sincèrement, coach Libas, coach Moustapha Gueye, chapeau pas, parce que quand même ce n'était pas évident pour eux. Il y avait là challenge, beaucoup d'équipes qui étaient là, qui pouvaient gagner ce championnat. Mais ils se sont battus, ils se sont bagarrés pour nous apporter ces 2 trophées. C'est important le travail bien fait, bien planifié, savoir ce que nous voulons, où nous voulons aller, les types de joueurs que nous voulons, les types d'encadrement que nous voulons. Voilà, avoir une vision très claire, cette vision qui nous a amenés ici. Il va falloir avoir un bon groupe, un groupe très expérimenté pour pouvoir affronter l'Afrique. Nous allons en Coupe d'Afrique Club des champions pour les filles et la Basketball African League pour les garçons. Du pur spectacle pour observateurs et spectateurs dans un stadium Marius Ndiaye rempli à bord. Bien sûr, on voit que c'est 2 fortes équipes aujourd'hui qui sont retrouvées en finale. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de voir du spectacle. Ah ouais, c'est un très très gros show. Aujourd'hui, on voit que c'est un jeu avec beaucoup d'intensité aujourd'hui. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de match. Non seulement de l'ambiance, mais de l'harmonie, mais des couleurs, les couleurs de cette nation. Les équipes, elles nous ont gratifié d'un très beau spectacle. Elles se sont rivalisées en tactique et en technique. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons constaté que le niveau de basket a pris de l'élan. Et ça, il faut s'en féliciter, mais féliciter aussi la direction technique nationale. 2 finales en une soirée, une innovation, une réussite de la Fédération sénégalaise de basketball. Rarement le stade n'a été aussi rempli, ce qui prouve que le basket est vivant. Donc les supporters sont venus, il y a une forte mobilisation, c'est l'occasion pour moi de remercier l'équipe fédérale qui a organisé cette belle fête. D'abord l'idée de coupler les 2 finales. Avec un 4e sacre de suite chez les dames, le premier chez les hommes, l'AS Ville de Dakar est sans rival cette saison au Sénégal. L'ambition est maintenant de briller en compétitions africaines. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec le professeur Aïssatou Mbow, membre du comité scientifique du festival Thiaroye 44. A tout de suite.